recording. Est-ce que tu vois l'écran? Oui. Ok, super. Alors, donc, c'est un chapitre vraiment très, très, très important. C'est parce qu'on va regarder le système limbique. Alors, limbique, c'est-à-dire que le cerveau limbique, le centre du cerveau, ça s'appelle le cerveau limbique, par opposition au cortex, hein. Donc, en fait, on a, dans le cerveau, on a, hop, ici j'ai un coupe sagittale, tu vois ici, j'ai le cortex, hein, avec l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit, et puis au centre, tout ce qui est au centre ici, ça s'appelle le système limbique. Et dans le système limbique, on voit qu'on a le thalamus, qu'on a l'hypothalamus, qu'on a la médullaire, qu'on a le pons, voilà, qu'on a le cervelet, et voilà. Ça, c'est vraiment le système limbique, il est ici. Voilà. Et le système limbique, c'est vraiment comme si tu avais une noix, hein, et le cœur de la noix, c'est le système limbique. Et le, et le cortex cérébral, c'est tous ces neurones qui sont organisés en couches comme ça, hein, et en petites colonnes, et ben c'est complètement axé, accroché dessus, un peu comme une moule est attachée à un rocher à la mer. Voilà, tu vois. Et donc, si on regarde maintenant ça, eh bien, on peut dire que si on veut faire une comparaison avec l'informatique, disons qu'on va ouvrir le moteur, ok? Et on veut regarder ce qu'il y a dedans. Eh bien, c'est un processeur, c'est un moteur avec trois parties, un processeur tricore. Alors, si tout le monde connaît le cortex et ses deux hémisphères, moins de gens connaissent le cerveau limbique. Pourtant, la vie, c'est lui. Pour, pour classifier le cortex avant d'aborder le limbique, le cortex est une sorte de verrue greffée sur le limbique. Il héberge l'intelligence, la raison, le bon sens. Mais le limbique, lui, il est composé de trois processeurs. C'est un moteur. Si on ouvre le moteur, on a trois processeurs. Le premier processeur, le premier élément du moteur, donc si on regarde le joint de culasse, le carbu, hein, si par exemple quelqu'un a un cerveau qui va pas très bien, eh bien tu ouvres le moteur et tu regardes ce qu'il y a dedans. Alors, là tu trouves pas le joint de culasse, mais voilà, c'est le thalamus. Et tu vois que le thalamus, c'est vraiment en plein milieu, tu vois. Là, il est là. Il y a deux parties, hein, il y a deux côtés, un côté gauche, un côté droit. Et en fait, ce sont des noyaux. Et là, par exemple, tu as le pulvinar, c'est celui qui ressent toutes les informations sensorielles. Bon, le thalamus, c'est le siège de notre conscience. Enfin, entre guillemets, parce qu'on où nous dormons, nous veillons, nous sélectionnons, nous évaluons, nous décidons. C'est le siège du self-control. Il comprend 12 noyaux. Pas besoin de les savoir, hein. Et il reçoit quatre types d'informations qu'il doit confronter. Il y a les informations sensorielles, qui arrivent ici, hein, à partir ici, là, oups, elles arrivent ici, sur ce noyau-là, hein, et c'est celle de l'ouïe, de la vue, du toucher, du ressenti, ok? Et puis on a des informations émotionnelles produites par l'hippocampe. Ah, ouais, l'hippocampe, c'est où? Alors voilà, je me suis permis d'aller chercher, j'ai passé la matinée, d'aller trouver les meilleures illustrations. L'hippocampe, c'est ici. C'est parce que ça ressemble à un hippocampe, ça. Voilà. Ça se trouve ici. Là. L'hippocampe. C'est les émotions, elles passent par l'hippocampe. Et on en a des deux côtés. Ok? Voilà. Alors, l'hippocampe, les informations émotionnelles produites par l'hippocampe. À partir de ces mêmes informations sensorielles auxquelles viennent se confronter les informations mémorisées émotionnelles dans les amygdales. Les amygdales. Voilà, les amygdales. Montre-moi les amygdales.
Les amygdales, c'est les deux gros points qu'on voit ici. Alors, comme j'ai encore un autre petit cerveau limbique ici en 3D, j'ai tout prévu, quoi, qu'on ait tout ici. Parce que, ça suffit qu'on dit des noms, voilà. Ça, à mon avis, c'est les amygdales. Voilà, les amygdales, toi. Les informations émotionnelles mémorisées. Donc, tu vois, les amygdales, le 4, le jaune. C'est gros, hein? Ouais, c'est pas les amygdales qu'on a au fond de la gorge, hein, ça c'est autre chose. Ça c'est l'hippocampe. Ouais, l'hippocampe, les amygdales, le thalamus, ouh, l'hypothalamus. Alors ça, on mémorise. Alors, je te répète, ok? Ce texte, il est hyper précis. Les informations émotionnelles produites par l'hippocampe à partir des mêmes informations sensorielles auxquelles viennent de se confronter des informations mémorisées émotionnelles dans les amygdales. Donc on mémorise les informations émotionnelles dans les amygdales via le fornix. Le fornix, c'est le petit truc, c'est ça le fornix, là. C'est le fornix, là. Ah, ah, via le fornix, parce que ça ressemble à un truc de fornix. Ah, ah, voilà. Les informations spatiales dans les corps mammillaires. Alors, corps mammillaire, c'est ici. Le corps mammillaire. Corps mammillaire, voilà, ici. Informations spatiales viennent d'ici. Mammillary body, voilà. Informations spatiales. Et les informations cognitives. Attends. Et le cortisol qui sécrété par des hormones fasciculées, des surrénales, devient essentiel pour les réactions du stress physiologique et l'environnemental. Donc le cortisol, il vient amocher et interférer avec les informations émotionnelles au niveau de l'hippocampe. Tiens. De quoi parlions-nous hier? Les adolescents, ils sont submergés par les émotions. Le cortisol qui vient mettre le boxon avec le corps mammillaire, les amygdales, et c'est l'explosion. Et du coup, euh, on voit tout flou. Et voilà. Les informations, donc on a les informations sensorielles, les informations émotionnelles. C'est bien sûr que c'est là qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et puis les informations cognitives produites par le cortex cognitif. Cortex cognitif, c'est le cerveau qu'on connaît habituellement. Produite par le cortex cognitif via des noyaux, les interlaminaires. Voilà, ici, hop. Les interlaminaires, ils sont ici. Interlaminaire nucléi, voilà. Ok. Ça, c'est l'information cognitive. On y arrive. Et le corps calleux établit les connexions entre les deux hémisphères corticales. Parce que, comme tu le sais, on a un hémisphère gauche et un hémisphère droit dans le cortex. Hein? Voilà, ici c'est le droit. Comme tu le sais, le cerveau, il y a l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Hein? Quand je me fais gauche, je me fais droit. Oui. Et donc, les gens, en général, les artistes et les gens qui jouent de la musique, les femmes ont plus de connexions entre les deux hémisphères. Les gens qui ont plus de connexions entre les deux hémisphères sont beaucoup plus plastiques, ont beaucoup plus de plasticité dans leur comportement et dans leur adaptation, parce qu'ils associent beaucoup plus les deux aires cérébrales. Et donc, en fait, le corps calleux, c'est vraiment, c'est toutes les connexions, c'est là où, c'est le pont, en fait, entre les deux hémisphères cérébraux. Il y a des gens à qui on a coupé le pont, et alors ils ont un hémisphère gauche et un hémisphère droit. Donc c'est pas très évident de fonctionner ensemble, hein. Alors on dit que l'hémisphère gauche est plus dédié à tout ce qui est traitement séquentiel dans l'information. Par exemple, on va faire ceci, puis on fera cela, sur une logique séquentielle, tandis que l'hémisphère droit est beaucoup plus parallèle, traitement en parallèle de l'information. On dit que l'hémisphère gauche c'est beaucoup plus par rapport à la classification de ce qui est déjà connu,
tandis que l'hémisphère droit, ça va être plus la perception de ce qui n'est pas encore connu. Et par exemple, si quelqu'un te parle, tu vas écouter ce qu'il dit et interpréter ce qu'il dit avec l'hémisphère gauche, tandis que l'hémisphère droit va interpréter le ton de la voix, le timbre de la voix, les expressions faciales et associer le côté prosodique du message, c'est-à-dire le côté émotionnel associé au message. Et donc, c'est pour ça qu'un message très simple, par exemple, veux-tu bien aller me chercher un livre, s'il te plaît? Euh, S'il est dit d'une façon neutre, ça va être le cerveau gauche. Et s'il y a des intonations, veux-tu bien aller me chercher ce livre, s'il te plaît? Ça, c'est le côté droit qui va l'interpréter, si c'est agressif, si c'est autoritaire, si c'est complice, si c'est joyeux, tout ça. Et il va donc interpréter si c'est une voix douce, si c'est une voix rugueuse, etc. Donc c'est pour cela que le corps calleux permet d'intégrer les informations traitées au niveau du cerveau gauche et du cerveau droit et de les combiner. Et ça arrive ici par les noyaux interlaminaires, ici, hop, et ça se combine aux informations sensorielles, émotionnelles, avec les informations cognitives, et voilà. Et donc ça, c'est le premier processeur. Mais c'est pas tout. On a un deuxième processeur, qui est l'hypothalamus. Ça, on l'a déjà vu. Donc l'hypothalamus, hein, c'est en fait ce qu'il y a en dessous du thalamus. Donc on a le thalamus ici, on a l'hypothalamus qui est là. Et puis là, on voit même l'hypophyse, hein. On a vu avec le système endocrinien, les hormones, que eh bien, le thalamus envoyait une première bardée d'hormones qui passait par le système vasculaire très dense entre les deux et qui va venir provoquer en cascade des sécrétions par l'hypophyse et ainsi de suite, hein. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a vu hier, avant-hier, pardon. Et nous allons, donc on a ici l'hypothalamus, qui est le siège de notre inconscient, par opposition au thalamus, qui est le siège de notre conscient. C'est une interprétation, conscient, inconscient, on a aussi l'interprétation psychologique, etc. Mais c'est plus physiologique, disons, par rapport au thalamus qui est plus neurologique. Euh, alors on dit parfois que c'est le chef d'orchestre de la sécrétion des hormones. Je, il y en a qui disent, hein, il est composé de 11 noyaux. Donc tu vois, l'hypothalamus, c'est pas si simple. Il y a 11 noyaux déterminant nos fonctions physiologiques. Les hormones suivent des étapes de transformation en cascade tout le long des glandes endocrines. Hein, on parle de l'axe central de la physiologie, qui est l'axe euh, euh, alors ça s'appelle ACP, c'est adénocortico. Je vais le renommer, c'est l'axe des glandes de l'axe central, voilà, l'axe central physiologique, c'est-à-dire euh, hypothalamus, hypophyse et médulaire. Je l'écris tout de suite comme ça. Hypothalamus, hypophyse, médulaire. Surrénal, pardon. Surrénal. Ok. La double glande hypophyse qui est en dessous, hein, c'est l'anténeurohypophyse, correspond à la baguette du chef d'orchestre. Donc, le chef d'orchestre, ce serait l'hypothalamus, et la baguette du chef d'orchestre, c'est à ce moment-là l'hypophyse, hein, qui elle balance toutes les hormones. D'accord. Bon, ok, c'est une jolie comparaison. Ok, ça c'est donc le. Donc on peut. C'est un auteur que j'aime bien, c'est un Français qui dit ça comme ça. Il dit que pour lui, l'hypothalamus, c'est un peu le chef d'orchestre et la baguette du chef d'orchestre, c'est l'hypophyse. Puisque si l'hypothalamus qui décide, voilà, et l'hypophyse, c'est la baguette du chef d'orchestre. Bon, oui, bien sûr. On l'a déjà vu, hein, c'est ce qu'on a vu dans le. Je remets ça tout de suite aussi.
Alors, où se trouve notre discussion? Voilà, ici. Ah, l'hypophyse. L'hypophyse. Voilà. Et je te rouvre juste comme ça pour remémoire, pour mémoire. Je rouvre euh, l'autre grand, le reste de la partie du cours. Je vais lui faire en fichier rien que sur le cerveau parce qu'il était très grand en fait. Et ici, quand on prend l'endocrinien, hein, et qu'on a ici, voilà, l'hypothalamus et l'hypophyse, hein. Hop. L'hypothalamus, il est ici, et puis l'hypophyse, il est là, et c'est lui qui va tu vois, c'est ça, hein, c'est avec toutes les cascades des hormones. Ok? Bon, tu vois, en fait, on refait toujours la même chose, donc il y a pas, on revoit quand on revoit le système nerveux, eh bien, en fait, on s'aperçoit qu'en fait, on revoit le système endocrinien, hein. Parce que tout ça, évidemment, se- est intimement lié. Et puis finalement, donc on a le thalamus, on sait qu'il est sensoriel, émotionnel, cognitif, c'est la partie neuroconsciente, disons, et puis le hypothalamus, qui est le chef d'orchestre des hormones. Admettons. Bien que j'aime pas trop ça parce que je pense que la thyroïde a un énorme rôle à jouer. À ce moment-là, ce serait la cantatrice, que je vois. Ou le premier violon. Alors, donc, on a en plus le troisième élément du moteur, donc la jointe culasse, le circuit de refroidissement et puis les pistons. Voilà, les pistons, c'est le gyrus singulaire. On n'a pas fini, toi. Ici, tu as le gyrus singulaire. Il est ici. Donc, je me fais un plaisir de tous les indiquer, toi. Là, le gyrus singulaire, il est ici. Là, la mus, il est là. Bien. Et à côté, il y a le thalamus qui est ici, l'hippocampe qui est là, les amygdales qui sont là, et l'hypothalamus doit être ici, là, il est là, et l'hypophyse est là. C'est compliqué, hein, je suis bien d'accord. C'est quand tu regardes dans un moteur, tu achètes une nouvelle Mercedes, et tu regardes le moteur, il faut être garagiste, quoi. Bon, ben, là, c'est la même chose, tu regardes dans le cerveau, en plus en schéma, tu vois, ben, il faut un petit peu de bouteille, mais ça vaut la peine. C'est pas parce qu'on est des novices qu'on va se laisser impressionner. Le gyrus singulaire, c'est le siège de nos fonctions autonomes. Hein, il comprend quatre zones. Il y a l'implication dans les affects, les fonctions cognitives, l'anticipation de la récompense. Oh, la récompense, le cycle de la décision, le cycle de récompense, la prise de décision, l'empathie et l'émotion. Je te dis tout de suite que, par exemple, certains pervers narcissiques ont probablement des gyrus singulaires qui sont sérieusement abîmés, hein, parce qu'ils n'ont pas d'empathie, par exemple. Euh, tu as des prises de décision, récompenses très importants, par exemple, dans les addictions. Hein. Les récompenses et l'addiction, c'est très lié. Euh, oui, c'est donc, tu as les affects, mais tu as aussi les fonctions autonomes, telles que la digestion, la respiration, les émonctoires. Les émonctoires, c'est un mot très important. Qu'est-ce qu'un émonctoire? Encore un émonctoire. Tu vas souffrir aujourd'hui. Un émonctoire. Qu'est-ce qu'un émonctoire? Les émonctoires, ce sont tous les organes qui servent à sortir. Par exemple, quand tu tousses, tu fais un émonctoire. Quand tu urines, c'est émonctoire. Quand tu défèques, c'est un émonctoire. Donc, partout où on peut éliminer, ça s'appelle des émonctoires. C'est un nom, c'est les organes d'élimination. Voilà. Régulation de la pression artérielle et du rythme cardiaque. Euh, Tu vois, donc c'est vraiment dans ce gyrus singulaire, il se passe plein de choses en fonction des trucs qui sont affect, addiction, empathie, émotion, fonction autonome, digestion, respiration, émonction, régulation de la pression artérielle, rythme cardiaque. Le choix des réponses. Hein, par exemple, quand tu as plusieurs choix possibles, hop, je vais décider de faire ceci plutôt d'aller là.
Par exemple, je pourrais ouvrir un livre ou regarder bêtement Instagram et hop, le choix, ouvrir un livre, par exemple. Oui. Regarder Instagram, enfin, voilà. Fonction mémorielle, accès aux souvenirs. Oh oh, accès aux souvenirs. Mais c'est là que se décide les que nous va faire. C'est nous qui décidons. Ouais, ouais, en fait, bon, c'est plus compliqué que ça, hein, mais ça joue un rôle prépondérant. Donc, ce gyrus singulaire, il se trouve vraiment au centre, hein. C'est un gros bazar, et ici, tu vois, c'est là, c'est tout ce Oui. truc-là ici, et c'est là que il y a des tas de connexions en relation avec, bien sûr, tout se décide avec la volonté, c'est clair. C'est dans le cortex préfrontal qu'on va décider si on va lire un livre ou si on va regarder Instagram, si on va boire un jus de fruits ou si on va boire un verre de whisky. C'est évident, c'est évident. Mais le gyrus singulaire, qui est relié de très près au cycle de la récompense, aux affects, etc., joue également un rôle très prépondérant. Et puis aussi avec tout ce qui est l'empathie et les émotions. Donc l'ocytocine, par exemple, elle va agir énormément là. La fameuse ocytocine pour l'empathie. Euh, le traitement visuel spatial, la topographie. Voilà, donc pas mal ce. Donc en fait, il y a vraiment trois corpus principaux qui sont euh, dans ce cerveau limbique. Voilà. Et alors en plus, c'est pas tout. On a donc le cortex avec toutes les aires corticales qu'on a vues, hein. Ici, on a donc les différentes aires corticales, les lobes, hein, avec ici le cortex préfrontal, c'est là qu'on va décider en fait, hein, si on prend nos décisions malgré le gyrus singulaire, malgré tout ça, on peut quand même essayer de décider avec ça. Et puis on a ici l'aire motrice, l'aire somatosensorielle, le cortex auditif, le cortex visuel. Là, on a l'aire de Broca pour le langage, l'aire gustative. Tout ça, ce sont des aires très importantes qui sont reliées à ces fonctions-là. Et on a bien sûr les nerfs crâniens. Et puis, c'est pas tout. En plus du système limbique, on a aussi les ventricules. C'est le système des ventricules. C'est de l'eau, c'est du liquide. Alors, incroyable. Non seulement notre cerveau, c'est l'organe le plus liquide du corps, même si on ne tient pas compte de ça, mais en plus, il contient, tu vois, le liquide céphalorachidien et qui a une pulsation, un mouvement. Et par exemple, hier, je te parlais de si un chien est content, il va remuer la queue, hein, Mhm. et quand il remue la queue, bah, ça remue son liquide céphalorachidien et il est content. Ou l'inverse, hein. Est-ce qu'il est content? Est-ce qu'il remue la queue parce qu'il est content ou est-ce qu'il est content parce qu'il remue la queue? Il faudrait demander. Et le chat, pareil, t'as vu comment? Et donc, en fait, et chez nous, bon, c'est légèrement différent parce que c'est pas les mêmes connexions, mais pardon. Mais on a ici les ostéopathes, euh, ils pratiquent les massages ostéocrâniens, tu vois, et Oui. ils ont en fait, ils captent des fréquences et du liquide céphalorachidien qu'ils activent et qu'ils remettent. C'est un peu comme le sonar, comme ça. Mais ce qui est très important, c'est que pourquoi on a plein de flottes? Bon, déjà, euh, ça va être la voie d'élimination des déchets. Parce que sans cesse, ben, on renouvelle les mitochondries, hein, puisqu'on produit énormément d'ATP, on produit énormément de neurotransmetteurs, on dépense énormément d'énergie dans le cerveau, donc il y a énormément de déchets. Or, au niveau des déchets, ça se produit pas de la même façon que dans le système lymphatique normal. Donc, ce sont les cellules gliales qui vont faire le job, en particulier les microglies qui vont récupérer toute cette crasse et la transmettre
dans le liquide et ça va finir dans le liquide céphalorachidien, qui est aussi un liquide par lequel les déchets vont être métaboliques, vont être réenvoyés. Et là, je dois avoir un schéma quelque part, car j'ai tout en schéma. Je crois que dans l'autre ici, c'est dans le lymphatique que j'ai ce schéma, voilà. Parce que c'est une question très importante. Où se trouve, comment on récupère, hein, toi qui fais dans les messages lymphatiques, tu vois, ici, on a le liquide ici, hein, Oui. et tu vois, on récupère, on a des plaques ici où on récupère les déchets à partir de cela. Donc ça, c'est une fonction, super. La deuxième, mais ça va pas expliquer pourquoi on a autant de liquide dans le cerveau. Ce serait facile. En fait, c'est parce que l'eau, c'est extrêmement important. Déjà, on sait que toute notre eau, elle est colloïdale, hyper structurée, sous forme de domaine de cohérence, et que l'eau, c'est ce qui fait le lien entre le vide, ce qui peut lire et écrire dans le vide, et que la mémoire, elle est pas dans nos neurones, nos neurones, c'est simplement c'est comme un appareil radio, si tu veux. C'est tout. Il va créer des connectomes, des ensembles de connexions comme ça, des dynamiques de connexion. Ça va faire évidemment du courant électrique et tout ça. Ça va faire courant électromagnétique. Ça va faire véritablement des trajectoires neuronales. Mais mais la mémoire, elle est stockée dans le vide. Et donc, il faut aller la lire et l'écrire dans le vide. Et ça, on le fait par l'entremise de l'eau. Et l'eau permet de lire et d'écrire dans le vide. C'est les seules structures qui sont capables de lire et d'écrire dans le vide. Et c'est pour ça qu'on a plein d'eau dans le cerveau. Euh, alors, Oh, parce que l'eau, c'est les micro-gouttelettes d'eau qu'on appelle les domaines de cohérence, donc qui sont la base de, de la structure de l'eau colloïdale et liquide. C'est que ces structures-là sont capables de lire et d'écrire dans le champ du vide, dans le champ du vide. Le champ du vide, c'est-à-dire, c'est le champ du point zéro, c'est-à-dire que dans ce champ, c'est de l'information virtuelle, si tu veux, puisqu'on peut pas la mesurer physiquement, mais on peut aller la chercher. La seule façon de lire et d'écrire dans le vide, ce sont des molécules d'eau. Ce sont des microglucides d'eau qu'on appelle des domaines de cohérence. Et le cerveau, c'est une immense station radio, si tu veux, qui est capable de moduler l'eau. Donc, en dernier recours, le cerveau, c'est un appareil à parler avec l'eau pour que l'eau aille pêcher dans le vide. Donc, tes souvenirs, toute ta mémoire, elle est stockée dans le vide. Elle n'est pas stockée dans tes cellules. Si, le vide qu'il y a dans tes cellules, mais elle est stockée dans le vide. C'est pas des bits qui vont rester dans tes neurones. C'est le truc c'est pour ça qu'on peut aller le repêcher quand on fait les bonnes fréquences. C'est pour ça, par exemple, qu'on peut revivre sa vie intra-utérine. C'est parce qu'on va aller repêcher dans le vide toute la mémoire que nous écrivons. Et donc, notre champ vital, ce qu'on appelle le biofield, c'est notre mémoire. Aussi bête que ça. Et pour capter cette information, il y a que des structures qui contiennent de l'eau et qui sont autant sophistiquées. C'est pour ça que, par exemple, deux personnes très distantes et qui sont très en connexion peuvent penser l'une à l'autre au même moment. Parce qu'elles sont connectées. Elles sont connectées par le vide. Et le vide, il ignore les distances. Enfin, ça, ce sont des choses plus élaborées, plus, mais c'est vraiment de la physique, de la physique moderne, hein. Alors, donc ici, on a ces trois parties, le cortex, le système limbique et les ventricules, qui sont le système nerveux central.
Ensuite, ben, du système nerveux central partent tous les nerfs. Alors on a déjà tous les nerfs faciaux. Hein, ici on a le bulbe olfactif. On voit que le bulbe olfactif, il est directement lié au cerveau, toi. Donc en fait, quand tu vas trifouiller avec un coton-tige dans le nez, tu vas directement aller arracher des neurones, des morceaux de cellules olfactives qui sont directement liés au cerveau. Euh, Puis tu as ici le nerf optique, lui aussi directement lié au cerveau. Et puis tu as ici le nerf, ici le nerf oculomoteur, la trochlée, le nerf trigéminal, c'est surtout le nerf facial, le nerf facial ici, l'audito-vestibulaire ici, ensuite le nerf vague, le fameux nerf vague, et le nerf spinal et l'hypoglossal sont les nerfs faciaux. Et puis maintenant, quand tu descends, ben, tu arrives au système périphérique. Hop, voilà. Ici, on a, ah oui, ici on a le système, pardon, de nerveux autonome avec le nerf vague ici, et puis les nerfs spinaux, etc. Et donc on a ici notre fameux système euh, sympathique et parasympathique. Donc on a déjà eu un aperçu, hein, c'est-à-dire tout de suite, tout de suite, tout de suite. Excellente question. Alors, c'est qu'il y en a un qui est sympathique, qui moi je crois au début, quand j'étudiais ça, je me dis, voilà, c'est ça, moi, en fait, je m'étais fait complètement recaler parce que j'avais mal répondu à la question. Euh, donc, alors, c'est système nerveux autonome. Voilà. En fait, c'est parce que nous sommes profondément câblés, si tu veux, pour depuis le tréfonds de notre évolution en tant qu'être humain euh, à réagir au danger, quoi. Hein, la première chose qu'un système nerveux sert, c'est trouver de la nourriture peut-être, mais échapper au danger. Donc si tu vois un ours tout d'un coup, non, un ours c'est un mauvais exemple. Justement, il faut rien faire. Face à un ours, tu fais semblant de rien. Continue à faire ce que tu fais. De toute façon, t'as aucune chance. Donc, il vaut mieux continuer, rester tranquille. Mais par exemple, si tu vois ça dépend qui, hein, disons, un petit chien. Voilà, un petit chien, et tout d'un coup, c'est le noir, t'es dans le parc, et, et puis tu marches, et puis tu sens une présence comme ça, et c'est un chien. Alors il faut réagir, soit tu t'enfuis, soit tu, ou pas un chien, mais tu vois quelqu'un bizarre, un petit plouche, quoi. Et t'es dans le parc, il fait noir. Bon, soit tu fouilles, soit tu connais des coups de kung fu, soit tu racontes une blague pour détendre l'atmosphère. Enfin, il faut faire quelque chose, quoi. Et donc, là, il y a le système orthosympathique, et on voit que c'est le nerf spinal, hein, ici. Et tu vois, il va être lié à à des vertèbres, hein, ici. Et il va avoir tout de suite, il va connecter par des ganglions intermédiaires. Et ces ganglions, donc c'est une cascade en fait. Dans ces ganglions, il y aura en fait une intégration un peu avec le reste, hein, pour savoir ce qu'il faut faire. Mais en gros, on peut aller dilater les pupilles, contracter les versos, puisqu'il faut réagir. Faut mieux voir où se trouve éventuellement ce danger. Euh, les vaisseaux se contractent parce que on va inhiber la salivation. Euh, les bronches se dilatent. On va respirer de façon plus contractée. Le cœur va battre plus vite il faut produire plus d'oxygène, donc il faut pomper le sang plus vite. On arrête de digérer parce que c'est pas le moment. Euh, le pancréas, lui, C'est incroyable, non? C'est ouais. incroyable. On arrête de produire on va au pancréas, on va le dire, ben, on fait quelque chose avec le sucre, hein, on a besoin de plus de sucre, mais aussi
euh, arrêtez d'envoyer des sucs digestifs, là. C'est pas le moment de digérer. Le foie libère du sucre. Fait de la glycogénolyse, hein. Libère du sucre. Euh, Ici, on va sécréter de l'adrénaline. Très important. L'adrénaline dans la glande, dans la surrénale. Non, ça c'est la glande surrénale, tu vois. Ici, glande surrénale. On va sécréter de l'adrénaline. Ya! Et l'adrénaline va agir tout. Elle va arriver au niveau du cerveau, la tension, etc., le stress. On est parti, on, on fait ce qu'il faut faire, quoi. Euh, mais en même temps, l'orgasme est aussi lié au système orthosympathique. Ça, c'est je suis en éveil et je dois faire quelque chose. Là, c'est, disons, tout va bien, on est tranquille, donc c'est ici le système parasympathique. Et bien donc là, euh, on va saliver parce qu'on va contracter les pupilles, on va saliver, on va les bronches. Ah ouais, là on les dilate, là on les contracte. J'ai dit une connerie là. Là on les dilate pour respirer plus vite. On respire plus vite. Là on contracte, on respire plus lentement. Ici on diminue le rythme cardiaque, il n'y a pas besoin de temps d'oxygénation. Et on balance, on stimule la digestion. Là on peut digérer, on peut, euh, on peut s'occuper à sécréter les sucs digestifs par le pancréas. Le foie peut s'occuper à bosser. La vésicule biliaire peut envoyer les sucs biliaires pour la digestion. On va diliter les vaisseaux sanguins au niveau de l'estomac pour mieux absorber. Et on va même pouvoir éventuellement aller aux toilettes et aller uriner, mais également la l'érection, c'est quand c'est cool en fait, c'est quelque chose de on est en état de relaxation par rapport à par rapport à l'orgasme qui est en quelque chose lié au sympathique. On aurait plutôt dire l'inverse, je bombe, je pousse. Non, c'est quelque chose de passif en fait. Voilà. Donc et voilà, donc ça c'est ça. Alors évidemment, c'est pas exactement les mêmes c'est pas les mêmes neurotransmetteurs. Alors le système sympathique, lui, il fonctionne avec la noradrénaline. Ah, c'est-à-dire qu'en fait, le parasympathique, il envoie de l'acétylcholine directement vers les cellules. Son neurotransmetteur, c'est l'acétylcholine. Tandis que le sympathique, c'est aussi l'acétylcholine, mais au niveau des ganglions, on passe à la noradrénaline. Avec l'exception de la noradrénaline qui va directement au niveau de la médulo-surrénale. Euh, voilà. Et le système nerveux central, somatique, le système nerveux normal, donc celui qui est pas végétatif, toi. En fait, yes, très important, on a ce système nerveux-là, mais on a aussi celui qu'on a vu. Euh, il sert à bouger son doigt et à bouger ses muscles, qui est celui-là, le système nerveux périphérique, hein, qui est celui-là, en fait. Tu vois, là, t'as les nerfs, ok, qui vont servir à bouger les muscles, ok, système nerveux périphérique. Et puis tu as les nerfs, et puis tu as le système nerveux végétatif. Donc celui-là, il est relié à, à la volonté, hein. On va bouger ça volontairement. Et je vais plutôt le mettre ici. Euh, je le remets. C'est mieux qu'on le voit, mais ici. Central, périphérique et autonome. Donc, quand on est ici, autonome, eh bien, on a donc ce, hop, j'étais ici. Donc, on est bien d'accord. Au niveau on a le système nerveux central, le système nerveux somatique ou périphérique. C'est celui où on bouge les muscles. Et puis, le système nerveux végétatif avec le sympathique et le parasympathique. OK?
Et le système nerveux somatique ou périphérique, c'est avec l'acétylcholine. Voilà. Et puis, Ça, c'est le système sympathique et le parasympathique. Et quoi, là? le somatique ou le périphérique. Je reprends. Comme ça, c'est bien clair. Ici, celui qui sert à bouger les muscles qu'on a vu hier, le périphérique, ici. Hein, on a tous les nerfs qui passent par qui vont tout le long de la colonne vertébrale avec les motoneurones alpha qui vont servir à bouger nos muscles, hein, avec nos muscles extenseurs, réflexeurs, etc. Donc c'était ce que nous avons vu hier. Hein, ça comme ça. Hop, on a vu ça aussi ici. Voilà ce qu'on avait vu ici. Hein. Hop. Ça, c'est ce système nerveux qui sert à bouger les muscles, avec les rétrocontrôles, avec le réflexe, avec les réflexes et tout ça. Tout ce qu'on a vu hier, on peut repasser en revue après, si tu veux, pas de problème. Hein. Et puis, donc, on a le système nerveux central, c'est le système limbique et le cervelet, et les ventricules. Et puis on a le système nerveux somatique, celui où on bouge les muscles de façon volontaire, dont le neurotransmetteur est l'acétylcholine. Et puis on a le système nerveux végétatif, autonome, ça au sens, qui contient le sympathique et le parasympathique. Alors ici, on va envoyer de l'acétylcholine jusqu'au ganglion intermédiaire, puis après ce sera la noradrénaline. Ici, on envoie directement la noradrénaline sur la surrénale, tandis que le parasympathique, ce sera directement de l'acétylcholine jusqu'aux cellules cibles, un peu comme le système nerveux somatique. Alors encore une autre illustration. Voilà, effet de la stimulation sympathique, dilatation de la pupille, glande salivaire, appareil bronchopulmonaire, tachycardie, vasodilatation cutanée. L'estomac, on inhibe tout ce qui est en relation avec la digestion. On va stimuler la glycogénèse hépatique, non, la glycogénolyse, parce qu'il nous faut du sucre. Ça, c'est une erreur, tu vois. Et même même dans les bouquins, t'as des erreurs. Hein, parce qu'ici, la stimulation hépatique, on veut plus de sucre, donc on va stimuler la glycogénolyse. Donc c'est pour ça, ne t'inquiète pas de tes réponses, parce que, tu vois, même dans les livres, ils font des erreurs. Tu vois? Ça, c'est un livre de médecine, tu vois, il y a une erreur ici. Alors, glande surrénale, sécrétion de l'adrénaline, de la noradrénaline, inhibition de la contraction de la vessie, et utérus et ovaire. Voilà. Alors, la orthosympathique, eh bien ici, orthosympathique, c'est quand, pardon, non, c'est parasympathique, pardon, parasympathique. Parasympathique, les pupilles se contractent, les glandes salivaires sont stimulées, les bronches, euh, contraction des bronches, le cœur, on se relaxe un peu, l'estomac, on commence à digérer, donc on fait du péristaltisme du tube digestif, le pancréas va commencer à sécréter, il va sécréter des sucs digestifs, le foie et la vésicule biliaire vont se mettre à bosser, hein. Le rein, il va mettre à filtrer, et puis la vessie, ben voilà, l'utérus et trompe, c'est aussi lié au parasympathique. Voilà. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore raconter comme... Formation, hein. Oh là là! Ouais, mais voilà. Et puis, donc ça, c'est les mouvements, donc ce qu'on a vu hier, hein,
Euh, Oui. alors, on a vu hier que si je voulais prendre un verre, si je veux saisir un verre, eh bien, en fait, comment ça marche? Mais déjà au niveau du cortex préfrontal où il y a mon conscient, hein, là quand je te parle, j'ai toute l'information, je la charge dans mon cortex préfrontal, et je te parle grâce à mon cortex préfrontal qui euh, qui génère toutes les commandes, hein. Ça, c'est vraiment le conscient. Ça passe évidemment par je discute directement avec, donc si je veux prendre un verre pour boire, eh bien, je saisir un verre, j'envoie un bouquet de gestes. Une commande sur un bouquet de gestes. Saisir le verre. Tout le reste va se faire automatiquement. Je vais pas avec mon texte préfrontal dire mon index je vais le mettre comme ça, mon pouce je vais le mettre comme ça. Non. Ça va être automatique. C'est un automatisme qui va être qui va être piloté par le thalamus, qui va directement, donc là on a les noyaux du thalamus, hein, qui va regarder si il fait chaud, s'il fait froid, si le verre est plein, si le verre est vide, si des tas si je suis si j'ai soif, si je suis fâché, si je suis content, euh, s'il y a une autre personne qui veut le verre, enfin tout ça. Et donc il va y avoir plein d'informations qui vont être combinées pour envoyer la commande. Pour avoir envoyer une première commande, cette première commande, elle va passer là. Et là, on va demander au cervelet, intègre-moi ce bouquet cette commande sur le nerf, sur le bouquet de nerfs qui sert à saisir le verre. Intègre-moi tous les sous-gestes et coordonne-moi le petit doigt avec l'index, avec le poignet, avec le pouce, avec le bras, parce que je vais saisir le verre et vérifie en permanence que tout est bon. C'est-à-dire l'orientation de la tête, l'orientation du corps, est-ce que le verre est-ce que la table ne bouge pas, etc. Est-ce que ça vibre pas? Et hop, comme ça je vais saisir le verre. Et ça, cette cette modulation de la commande qui est envoyée par le thalamus est faite par le cervelet, qui est véritablement l'endroit où on apprend. Et par exemple, si tu apprends à danser et que tu dois bouger des pas avec la musique d'une certaine façon, euh, ça a l'air tout simple, n'importe qui peut faire ça, mais non. Parce que si tu le fais avec ton cortex, tu n'y arriveras pas du tout, non. Avec ton mental, tu vas trébucher. Et il faut vraiment que le cervelet fasse le job. Donc à la limite, tu écoutes la musique agréablement, de façon pratiquement passive, et c'est ton cervelet qui fait que tu danses, en fait. Les fonctions supérieures sont occupées par le mental, et les fonctions de navigation et de mouvement sont prises en charge par l'apprentissage que tu as inculqué à ton cervelet. Donc c'est pour ça qu'en fait, qu'on apprend, eh bien, tout au long de la vie, on a énormément de nouveaux neurones qui se créent au niveau du cervelet, pas au niveau du cortex. Au niveau du cortex, ce sont plutôt de la synaptogénèse, de la plasticité synaptique qui se forment. Voilà. Et donc ici, on a tu vois, tous ces, les régions moteurs du cerveau vont envoyer des commandes au thalamus via les ganglions de base et qui va retourner aux, aux aires sensorimoteurs, etc., qui va envoyer finalement qui va moduler la commande qui va être envoyée à la racine euh, des nerfs, qui va consulter le, le cervelet, cérébellum c'est le cervelet, qui lui redemande tout, il refait une boucle pour envoyer à la moelle épinière les bons impulsions. Et quand tu arrives à la moelle épinière, ben évidemment, là, tu as le fine-tuning, c'est-à-dire que c'est pas encore fini, puisque tu as les petits réflexes qu'on a dit, les réflexes qui sont micro-réflexes. Parce que par exemple, quand tu vois, ici, tu vas euh, tu vas tendre un muscle. Ici, hein, tu as des moteurs neurones alpha, tu vas tendre le muscle, et là, tu vas pouvoir avoir une réponse directement, tu vas savoir si le muscle est tendu ou pas, et au fur et à mesure qu'il se tend, tu vas tendre les terminaisons sensorielles qui vont donner l'information sur le muscle. Donc plus ton muscle est tendu, plus tu es obligé de régler, de moduler tes senseurs
ce qui est fait par ici les moteurs gamma, qui vont permettre de pouvoir ici saisir exactement le niveau de tension de tes muscles. Et ça va permettre, par exemple, quand tu as un fléchisseur, donc si tu as ici, hein, quand tu as, au fur et à mesure que je fais une, hop, dans ce réflexe ici, pardon, hop, excuse-moi, ici tu vas avoir un, un flexeur et un extenseur, donc au fur et à mesure que je tends le flexeur, je vais relaxer mon extenseur, mais de façon tout à fait, pas d'un coup, tu vois, ça va être micrométrique. Et ça, c'est grâce au fait que tu as ces petits senseurs-là, tu vois, au milieu, Oui, tu vois. Donc là, je tends mon muscle avec celui-là. J'ai celui-ci qui va me dire oui, 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 plus, ok. Alors là, je vais inhiber celui qui va, l'extenseur ici, tu vois. Donc tu as le fléchisseur, l'extenseur, il va se relaxer, mais tout doucement, pas d'un coup. Hein, si tu tords ton biceps, l'autre, il va se détendre vraiment de façon tout à fait euh, euh, fluide. Hein. Et ça, c'est réglé directement ici. C'est ce que tu disais ici. Donc non seulement il y a des corrections qui se font au niveau du cervelet, coordination, mais également on a directement ici des choses élémentaires qui se font, plus on a des choses qui se font au niveau du thalamus, plus on a des choses qui se font aussi au niveau du cervelet. C'est pour ça que la prochaine fois que tu bois un verre, oui, enjoy, déguste, réfléchis à tout ce qui se passe, ou et que tu fais un drainage lymphatique. T'imagines les milliards de choses qui se passent quand tu fais un petit drainage lymphatique. C'est, c'est inouï. C'est-à-dire que tu pousses un muscle, l'autre se relâche parce que c'est local, mais il y a le cervelet qui fait que c'est coordonné. Tu fais pas ça. Ne t'enfonce pas directement. Tu fais ça tout en douceur. Et c'est tu apprends. Quand tu apprends à le faire, tu enrichis ton cervelet d'un tas d'informations qui vont faire que ça se passe de mieux en mieux. Et puis on a aussi ces fameux récepteurs du degré de tension d'un muscle qui sont dans le tendon. Voilà. Alors, il est 9h36, on va faire, ça va, 15 minutes? oui, ça va. Ok. Je, je- à tout de suite.